Dans ce chapitre, nous allons parler des IST, donc les infections sexuellement transmissibles. C'est un chapitre important dans l'enseignement de prévention santé-environnement. Pourquoi ? Parce que la sexualité à un moment donné fait partie de la vie à partir d'un certain âge et dans un certain cadre. Et tout l'objectif de ce chapitre est de vous donner les moyens de vous protéger et de protéger les autres de ces infections. Souvent, vous connaissez un terme qui s'appelle MST, maladie sexuellement transmissible. Puis ce terme a été élargi, on a remplacé le M de maladie par le I de infection pour être un peu plus vaste. Donc on va en parler ensemble au cours de ce chapitre. C'est un chapitre important sur lequel vous avez souvent pas mal de questions et parfois duquel vous n'avez pas du tout envie de parler. Mais l'objectif est vraiment de vous donner les moyens, quand vous serez adulte, de vous prémunir d'un certain nombre de risques. On s'intéresse aussi particulièrement donc aux infections sexuellement transmissibles parce que au cours de ces 20 dernières années, de 2002 à 2016 sur cet exemple-là, on voit qu'on a une augmentation en fait, du nombre de cas pour 100 000 habitants de certaines infections sexuellement transmissibles. Donc ici, on vous donne un exemple pour 3 infections sexuellement transmissibles. Donc en bleu, la chlamydiose, en rouge, la blénorragie portée par la bactérie gonocoque, et puis en vert, la syphilis portée par une bactérie qui s'appelle le Treponème pâle. Et puis qu'est-ce qu'on voit ? Entre 2002 et 2016, on a une augmentation du nombre de cas, une hausse de ces infections, forte pour certaines, plus modérée pour d'autres. Et donc on va faire un focus sur ces infections sexuellement transmissibles pour que chacun puisse s'en protéger, s'en prémunir au mieux. La première des choses à savoir quand on parle d'IST, c'est comment on les contracte, comment on attrape une infection sexuellement transmissible. Donc souvent, c'est contenu dans le titre, on va parler de lien avec la sexualité. Effectivement, c'est vrai. Si on définit ce qu'est une IST, ce sont des infections qui se transmettent d'un individu à un autre lors de rapports sexuels ou de simples contacts sexuels. D'accord ? Il n'est pas obligatoire qu'il y ait pénétration pour que certaines infections sexuellement transmissibles soient contractées. C'est pour ça qu'il faut être prudent. Par contre, il faut forcément qu'un individu contaminé ait un rapport ou un contact avec un individu qui ne l'est pas pour que ce dernier soit contaminé. D'accord ? Si personne n'est contaminé, il n'y a pas de transmission d'infection. Par contre, parfois, on est contaminé sans le savoir. C'est pour ça que c'est important de se faire dépister, on en reparlera plus tard. Globalement, il y a 3 grands modes de transmission des IST. Bien sûr, comme on vient de le dire, les rapports ou contacts sexuels non protégés, ou ceux pour lesquels il y a un accident, d'accord ? Une rupture de préservatif par exemple. Donc ça, c'est la voie sexuelle. Il y a aussi la voie sanguine, d'accord ? Via les transfusions sanguines dans certains pays. En France, maintenant, c'est extrêmement bien réglementé. Ou les échanges d'aiguilles, puisque quand on se pique avec une aiguille, il y a du sang qui va rester dans la seringue. Enfin, pas dans la seringue exactement, dans l'aiguille en elle-même. Il peut y avoir contamination. Et puis, il y a un dernier mode de contamination qui s'appelle la voie fœto-maternelle, c'est-à-dire que la maman enceinte peut transmettre à travers le placenta, parce qu'il y a des échanges sanguins entre la maman et le bébé, un certain nombre d'IST. Donc voilà les 3 grandes voies de transmission. Sexuelle, sanguine et puis par la grossesse. Il existe 2 grandes familles de micro-organismes qui sont responsables des infections sexuellement transmissibles. D'un côté, il y a les bactéries, d'accord ? Donc ce sont de tout petits organismes composés d'une seule cellule qui vont en fait se reproduire dans notre corps, mais qui n'ont pas besoin de nos cellules. En dehors de notre corps, si elles ont un substrat, elles sont capables de vivre et de se reproduire, si elles ont de la nourriture. Les bactéries, on en a tout un tas dans notre corps, des bonnes, et puis on peut parfois en avoir des mauvaises. Donc les bonnes, elles vont constituer ce qui s'appelle un microbiote, par exemple le microbiote intestinal, et sans lui, on ne pourrait pas digérer. Sans toutes ces bactéries dans notre intestin, dans notre estomac, nous ne pourrions pas digérer. Donc les bactéries, elles sont très importantes dans nos vies. Par contre, parfois, suite à un déséquilibre
un changement, par exemple quand on prend des antibiotiques ou un changement d'environnement, et ben des bactéries un peu moins sympas vont prendre le dessus sur les bonnes bactéries et puis vont potentiellement nous rendre malades. Puis il existe des bactéries qui, elles, dans tous les cas, sont nocives, sont mauvaises pour nous, néfastes, elles vont nous rendre malades, sont pathogènes. Et c'est le cas des bactéries impliquées dans les infections sexuellement transmissibles dont on va parler. Il y a une autre grande famille de micro-organismes, de tout petits organismes, qui est responsable des infections sexuellement transmissibles, c'est les virus. D'accord ? Donc les virus, il en existe tout un tas. Eux, ils doivent utiliser nos cellules pour se multiplier, pour se reproduire. Ils vont, entre guillemets, parasiter notre cellule pour faire de petits virus. D'accord ? C'est la principale différence entre les virus et les bactéries. Les virus ont besoin de nos cellules pour se reproduire. Les bactéries, non. Vous pouvez aller au lien suivant pour avoir un petit peu plus d'explications sur ce point. Et souvent, les virus sont beaucoup plus petits que les bactéries. Les deux vont être responsables d'infections sexuellement transmissibles. On va d'abord parler des infections sexuellement transmissibles bactériennes, d'accord ? Donc, qui sont provoquées par une bactérie. On va pouvoir parler de la blénorragie ou de la gonocoquie, qui est une infection sexuellement transmissible portée par une bactérie qui s'appelle le gonocoque. Il existe aussi une maladie qui s'appelle la chlamydiose, on en a parlé un tout petit peu au début, qui est portée par une bactérie qui s'appelle le chlamydia, qui est importante à soigner. Et puis, il y a une autre infection sexuellement transmissible bactérienne qui s'appelle la syphilis, qui est provoquée par une bactérie qui s'appelle le Treponème pâle. Et elle est souvent célèbre parce que dans le début du XXe siècle, il y a des poètes, de nombreux artistes et écrivains qui ont contracté cette maladie. Et puis quand on la laisse dégénérer, quand on la laisse évoluer dans le temps, elle donne tout un tas d'atteintes dans le corps, et puis elle va même donner des atteintes neurologiques, c'est-à-dire qu'elle va atteindre le cerveau et peut donner des espèces de crises de folie. Voilà, puis on peut finir par en mourir si elle n'est pas soignée. Face à ces IST d'origine bactérienne, on peut utiliser un traitement antibiotique. Pourquoi ? Parce que les antibiotiques agissent sur les bactéries. Ils vont les détruire. Donc on peut, si on intervient tôt, notamment sur ces maladies, guérir assez facilement, entre guillemets, de ces maladies. Et si on est vraiment intervenu au début de la contamination, enfin une fois la contamination faite, mais au début de l'infection, il n'y aura pas de trop grandes conséquences. D'où l'importance de se faire dépister quand on a un doute. Il existe également des infections sexuellement transmissibles d'origine virale, c'est-à-dire provoquées par un virus. On peut noter les papillomavirus qui sont très nombreux papillomavirus différents. Le virus de l'hépatite B, d'accord, qui va s'attaquer au foie. Le virus de l'herpès génital, tout à fait. Donc, vous connaissez l'herpès buccal, hein, c'est ce qui va donner des boutons de fièvre sur les lèvres. Et bien, il y a un type de virus cousin qui va donner des atteintes un peu similaires, des espèces de boutons de fièvre sur les muqueuses génitales. Et puis il y a le plus connu et aussi une des IST les plus graves, le sida, syndrome d'immunodéficience acquise, qui est porté par le virus d'immunodéficience humaine. Donc face à ces virus, on ne sait pas soigner, c'est-à-dire qu'on ne sait pas éliminer le virus du corps, on ne sait pas curer, traitement curatif, c'est-à-dire qu'on ne sait pas totalement enlever la maladie. Par contre, on peut utiliser des antiviraux pour diminuer les symptômes, pour diminuer les crises. Ou parfois, comme sur les papillomavirus, on peut utiliser des traitements locaux. Il est important que nous parlions des symptômes. Quels sont les symptômes, quels sont les signes qui peuvent évoquer la présence d'une infection sexuellement transmissible ? Parfois, rien du tout. L'infection sexuellement transmissible va être détectée au cours d'un examen de routine, par exemple chez le gynécologue.
au cours d'un frottis. Parfois, on va avoir des démangeaisons. Alors, ce n'est pas forcément le signe d'une infection sexuellement transmissible, mais si ces démangeaisons persistent dans le temps, si elles sont vives, ça peut évoquer une IST. On peut avoir des brûlures en urinant. On peut avoir des douleurs abdominales, c'est-à-dire mal au ventre. On peut avoir des boutons ou des verrues sur les organes génitaux. On peut avoir des pertes plus abondantes que d'habitude, différentes, malodorantes. À ce moment-là, on peut évoquer une infection sexuellement transmissible. On peut avoir un écoulement au niveau de la verge du pénis qui peut évoquer une infection sexuellement transmissible. On peut également avoir des ganglions. Donc, qu'est-ce que c'est que les ganglions? C'est des petites boules, des grosseurs qu'on tâte sous les doigts, dans le cou par exemple, ou à l'aine, donc au pli entre la cuisse et le tronc. C'est à ces endroits-là que vont être produits notamment les globules blancs du système immunitaire, et donc quand on a une infection, ça va gonfler et faire des petites boules. Alors, dès qu'on a un virus, par exemple si on a un rhume, on va avoir des ganglions. Par contre, si les ganglions restent dans le temps, on peut s'interroger sur la présence d'une IST. Et puis, on peut avoir des éruptions cutanées, c'est-à-dire des boutons, des rougeurs sur tout le corps qui peuvent évoquer la présence d'une infection sexuellement transmissible. Quelles sont les conséquences possibles si les IST ne sont pas dépistées et prises en charge? La plupart du temps, si on se fait dépister et qu'on est bien prise en charge, les IST, on va pouvoir du coup résoudre le problème ou au moins exercer une surveillance qui va permettre d'empêcher de gros problèmes d'arriver. Mais si on laisse la maladie évoluer sans la considérer, sans la prendre en charge, on peut développer des cancers, par exemple. On peut être atteint de stérilité, c'est-à-dire qu'on peut ne plus arriver à faire d'enfants. Et puis quand une maman est atteinte d'une maladie et qu'elle ne sait pas qu'elle est porteuse de cette maladie, elle peut la transmettre à son enfant pendant la grossesse. D'où l'importance de se faire dépister, de se protéger au mieux pour éviter ces conséquences, alors qui sont fort heureusement loin d'être les plus fréquentes, mais à condition qu'on se protège et puis qu'on se fasse dépister et qu'on exerce un suivi. On va faire un focus sur la maladie, l'infection sexuellement transmissible dont vous avez sans doute le plus entendu parler, qui est le sida. Qu'est-ce que ça veut dire que sida? Donc S pour syndrome, I pour immuno. Donc immuno, c'est le système immunitaire. Ça évoque le système immunitaire, c'est-à-dire toute la machine qui est mise en place par votre corps pour se défendre des virus, des bactéries, des parasites. D'accord? C'est le système de défense, la protection, l'armée entre guillemets de votre corps. Déficience, D pour déficience, parce que ça veut dire que votre système immunitaire, quand vous avez le sida, il est déficient, c'est-à-dire qu'il ne fait plus bien son travail. Et puis A pour acquise, parce que il n'est pas inné, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on attrape, qu'on acquiert au cours de sa vie en attrapant le virus. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand on est atteint du VIH, du sida, cette partie-là de votre corps, là c'est un exemple de globule blanc, cette partie de votre système immunitaire qui sert à vous défendre contre toutes les maladies, c'est lui qui va être attaqué lors du sida par le virus qui en est responsable. Et le virus, il va venir en fait anéantir, affaiblir le système immunitaire de la personne atteinte. Et la personne atteinte ne va plus être en mesure de se défendre, du coup, contre tout un tas d'autres petites maladies contre lesquelles avant, elle se défendait très bien. Donc on va parler de différentes phases lors d'une infection du syndrome SIDA. Et on va d'abord donner le nom du virus qui est responsable du sida. C'est le virus d'immunodéficience humaine, VIH.
IH, hein, immunodéficience, pour dire que le système immunitaire est affaibli. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'on a une première phase. Ici, on va avoir le temps en abscisse. Et puis en ordonnée, on va avoir la quantité de virus sécrété pour la courbe rouge. Donc on a une première phase qui s'appelle la phase de primo-infection, d'accord? De première infection. Donc c'est dans ce laps de temps où on va contracter, attraper le VIH. Donc pour ça, il faut avoir soit un rapport sexuel non protégé, soit un échange sanguin avec quelqu'un d'autre, soit on est contaminé si on est un nouveau-né dans le ventre de notre mère porteuse du VIH. Qu'est-ce qui se passe? Dans cette première phase, on voit que la courbe rouge, elle augmente très vite. C'est-à-dire que la charge virale est importante. C'est quoi la charge virale? C'est la quantité de petits virus fabriqués par le corps. Donc au tout début de l'infection, le corps de la personne infectée va sécréter énormément de petits virus. C'est pour ça que c'est une phase pendant laquelle la personne infectée est très contagieuse. Les premiers mois de l'infection, la personne infectée va être porteuse de beaucoup de virus et va, du coup, si elle a un rapport sexuel non protégé, avoir de grandes chances de transmettre le virus. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Et puis après, on va passer à une seconde phase dite asymptomatique, c'est-à-dire sans symptômes, où la personne infectée va produire moins de virus, la charge virale va être basse, d'accord, pendant quelques années, avant de remonter pendant la phase dite d'accélération. Et au moment où la charge virale remonte, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce qui est représenté en courbe bleue, c'est-à-dire notre système immunitaire, les cellules de notre système immunitaire, et ben, ces cellules-là, elles vont s'effondrer. Quand le nombre de virus produits par le corps augmente, et ben, les cellules du système immunitaire diminuent, jusqu'à arriver dans cette quatrième phase, dite de sida déclaré, avec une forte charge virale et un système immunitaire complètement effondré. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, on va avoir l'apparition de maladies dites opportunistes. C'est quoi une maladie opportuniste? C'est une maladie qui, sur quelqu'un qui est en bonne santé, ne va avoir aucune conséquence, d'accord? Par contre, sur quelqu'un qui a un système immunitaire très affaibli, eh ben, cette maladie-là, elle va provoquer beaucoup de choses, elle va avoir de graves conséquences, elle peut aller jusqu'à provoquer la mort de la personne. Souvent, en fait, les gens ne meurent pas directement du sida, mais le sida attaque leur système immunitaire et donc ils vont mourir de maladies opportunistes, de maladies qui vont attaquer leur système immunitaire, comme souvent des pneumonies, parce qu'ils ne sont plus en mesure de se défendre contre ces dernières. Se protéger, parce que c'est bien là la question aussi, eh bien, il y a un seul large moyen de protection contre la plupart des IST, c'est le préservatif. Donc préservatif masculin ou préservatif féminin, même si le masculin est plus utilisé et plus connu. Il existe aussi quelques vaccins contre quelques infections. Donc il existe un vaccin contre l'hépatite B, souvent maintenant on est vacciné contre cette hépatite. Et de nos jours, il existe un vaccin qui commence à être utilisé contre certains papillomavirus. Je rappelle ici, et ça c'est très important, que la pilule, l'implant, le stérilet sont des moyens de contraception, c'est-à-dire de ne pas avoir d'enfants, mais ne protègent en rien contre les infections sexuellement transmissibles. D'où l'importance du dépistage. Qu'est-ce que c'est que le dépistage? Le dépistage, c'est se faire tester pour savoir si on est porteur de la maladie et ça permet de détecter au plus tôt l'infection pour éviter toute complication et puis pour diminuer le risque de transmettre ces maladies aux autres. C'est important de réaliser un dépistage quand on a pris un risque, d'accord? Donc, soit un rapport sexuel non protégé, soit un préservatif qui craque, soit on peut aussi évoquer cette hypothèse, même si ça ne devrait jamais arriver, mais quand on est forcé à avoir un rapport sexuel non protégé, c'est important de pouvoir se faire accompagner, et notamment dans le dépistage. Je répète avant de passer au point suivant, ça ne devrait jamais arriver, mais c'est important de le préciser. On
utilise aussi un test de dépistage avant de ne plus utiliser de préservatif. Quand on est en couple, établi, stable avec quelqu'un, notamment même après le mariage ou avant, on demande dans les papiers du mariage de réaliser un dépistage pour savoir si on est porteur ou pas de certaines infections sexuellement transmissibles, pour que le couple qui s'établit puisse avoir des rapports sexuels sans utiliser de préservatif, mais en toute sécurité, c'est-à-dire qu'on est sûr que personne n'est porteur d'infections sexuellement transmissibles. Donc ça, c'est important. Et enfin, avant d'envisager une grossesse, c'est-à-dire qu'avant de tomber enceinte, eh ben, on fait un bilan, on se fait dépister, on fait un bilan pour vérifier qu'on est porteur d'aucune IST et ça permet donc de ne pas transmettre de maladie à son futur enfant. On pourra en reparler ensemble, il y a la question de confiance. Demander à l'autre de se faire dépister, ce n'est pas ne pas lui faire confiance. C'est un bon systématisme de se dire, bah justement, comme on a confiance l'un dans l'autre, eh ben, on est transparent l'un avec l'autre, on se fait dépister tous les deux. Alors, comment s'effectue le dépistage Donc là, on va parler du VIH, du sida, puis on parlera après de toutes les IST. Donc, pour savoir si on est atteint ou pas du VIH, il faut aller voir si on est porteur d'anticorps. Donc pour ça, il faut avoir accès à une petite goutte de sang ou à une plus grande quantité. Donc il y a deux grands moyens. Il y a d'abord la prise de sang. Donc elle est effectuée en laboratoire ou par une infirmière. Elle peut être effectuée dans un centre de dépistage. Et puis elle est fiable 6 semaines après une prise de risque au VIH. C'est-à-dire que, imaginons qu'il y ait eu un accident au tout début juillet, et ben pour être 100% sûr qu'il n'y a pas eu de contamination à ce moment-là, il faut attendre 6 semaines, c'est-à-dire à peu près jusqu'au 15 août. On peut aussi effectuer maintenant des tests rapides, c'est des TROD, des tests rapides d'orientation diagnostique. Donc ça, on va juste utiliser une petite goutte de votre sang, on pique le doigt, et puis on met ce sang dans une petite boîte avec des réactifs, comme on voit ici. Et puis en général, on a le résultat en quelques minutes, parfois 30 minutes, mais voilà. Ce qui permet du coup d'avoir un résultat un peu plus rapide qu'avec la prise de sang, qui, elle, va demander une analyse en laboratoire, donc parfois c'est une semaine avant d'avoir les résultats. L'inconvénient de ce test rapide, c'est que lui, il n'est fiable que 3 mois après une prise de risque. Donc un rapport sexuel non protégé, par exemple. Donc si vous avez une prise de risque au 1er juillet, il faut attendre jusqu'au 1er octobre, donc tout le mois de juillet, tout le mois d'août, tout le mois de septembre, pour être sûr de ne pas avoir été contaminé. Comment s'effectue le dépistage des autres IST? Alors on peut utiliser de la même façon une prise de sang, d'accord, pour aller rechercher les anticorps contre les autres IST. C'est le cas de l'hépatite B, ça va être le cas d'autres types de maladies d'IST. Et puis par contre, pour certaines IST, il va falloir aller réaliser un prélèvement local, donc sur les organes génitaux à l'aide d'un petit coton-tige ou des analyses d'urine. Tout ça doit rester indolore, donc pas douloureux, et puis il doit être fait, vous devez être bien accompagné lors des dépistages, en douceur, bien pris en charge. Que faire si on est face à une situation non urgente? C'est-à-dire qu'on a eu une prise de risque il y a longtemps, on a négligé sur le coup, ou alors on veut juste faire un bilan, c'est-à-dire que sans avoir pris un risque, on veut se faire dépister pour se faire accompagner, tout simplement, quand on crée une nouvelle relation avec quelqu'un, qu'on veut simplement se faire accompagner pour être sûr qu'on ne soit pas porteur d'IST. Il y a plusieurs ressources. On peut consulter son médecin traitant. Parfois, on est un peu gêné parce qu'on n'a pas envie de lui parler de ça.
Il existe des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic. À Lyon, il y en a un à la Croix-Rousse et à l'hôpital Édouard Herriot. Donc c'est gratuit, anonyme, et puis vous avez tout un tas d'informations, vous pouvez vous faire dépister, etc. On peut aussi s'orienter vers les centres de planification ou d'éducation familiale, ce qu'on appelle les plannings familiaux. Parfois c'est pareil, on n'a pas trop envie d'aller dans le suite de son quartier, on peut aller dans le suite d'un autre quartier, vous serez tout à fait accepté. Quand on a des questions, on peut aussi s'adresser aux associations de lutte contre le sida, donc elles sont nombreuses. Et puis il y a un numéro ressource qui s'appelle SIDA Info Service qu'on peut contacter en cas de besoin. Ça, c'est s'il n'y a pas d'urgence. On peut aussi se retrouver face à une situation où, plus urgente, c'est-à-dire qu'on a un rapport sexuel non protégé ou un préservatif qui craque. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là pour essayer de se prémunir? On peut se rendre aux urgences dans les 48 heures qui suivent le rapport sexuel. Et les urgences des hôpitaux vous accompagnent. Souvent, c'est bien d'y aller à deux avec son partenaire. Les deux partenaires peuvent alors avoir un test rapide, par exemple les TROD dont je vous ai parlé. Ça permet déjà de savoir si la prise de risque est importante ou pas. Si le partenaire est négatif au TROD, on sera déjà un peu rassuré. Et puis, s'il y a un vrai risque avéré ou soupçonné de manière très forte, on peut accompagner les partenaires d'un traitement qui s'appelle le traitement post-exposition, le TPE, mais il n'est valable que s'il est commencé 48 heures après la prise de risque, après le rapport sexuel non protégé, et il a pour objectif de diminuer la probabilité d'avoir attrapé, de contracter le sida si la personne avec qui on a pris un risque a des chances d'être contaminée. Donc, s'il y a un risque qui vous inquiète, vous avez 48 heures pour vous rendre aux urgences, vous leur expliquez la situation et eux peuvent prendre les choses en charge. Voilà, on en a terminé pour ce chapitre sur les infections sexuellement transmissibles. On en reparle bien sûr en cours et puis à très bientôt.